si on regarde de manière très précise le film, tout est dit. L'énigme est posée et la solution est dans le film. Mon idée était de partir dès le départ sur une fausse piste, c'est-à-dire sur le tueur en série. Quand on travaillait sur le scénario avec Jean-Christophe, on avait la Bible, on avait le bouquin, on se perdait. La mère a fait croire que cette fille était morte dans l'accident qu'il y a sur l'autoroute, en y laissant le vrai doigt. Niémans ressent que tout le mène vers Fanny, non, vers Judith. Judith Hérault. Malheureusement, je ne pourrais pas aider à expliquer le film parce que j'ai pas compris. Tout a un sens, mais c'est difficile de trouver le fil pour dérouler, pour que ça se fasse un fil sans nœud, quoi. C'est très difficile. Je me suis dit, mais moi, quand je vais monter ça, je vais avoir peur. Non, c'est ça, vers Fanny. Et Judith, c'est la jumelle. C'est très compliqué. Au départ, moi je suis grand reporter, donc j'ai beaucoup travaillé sur des thèmes spécifiques qui souvent m'ont donné mes idées de romans. Et je me souviens que dans les années 96, j'avais travaillé sur la génétique. Et donc j'avais eu cette idée d'un lieu clos, comme un village universitaire par exemple, où justement ça serait les gens, et non plus des animaux cobayes qui sont manipulés et qui travaillent sans le savoir à donner naissance à une sorte de race supérieure. J'ai entendu parler du livre un peu comme tout le monde, c'est-à-dire au moment de sa sortie. C'est un livre qui a tout de suite été très haut dans les ventes. Je l'ai lu à la suite de la rumeur publique. Évidemment, choc, en se disant il y a là à la fois la dynamique d'un thriller tel que savaient faire les Américains, et en même temps, ce qui nous fascine, c'est que tout est en France. Albin Michel, mon éditeur, était harcelé par vraiment pas mal de producteurs, parfois même c'était des réalisateurs, parfois des acteurs. Enfin, il y avait un enthousiasme autour de ce livre qui faisait que, évidemment, les enchères montaient. Alors à l'arrivée, il y a eu Alain Goldman qui s'est pris de passion pour le livre et qui a frappé très fort sur la table des enchères. Je connaissais pas Mathieu, mais je connaissais ses films. Et je me suis dit la chose suivante. Il nous faut un metteur en scène qui soit à la fois un virtuose dans la manière de filmer, dans l'univers, dans le montage, dans la manière d'appréhender les personnages également. Et, bref, il nous fallait un metteur en scène très complet et qui soit tout simplement très talentueux. Quand il l'a ouvert, il a dû vous le raconter, il l'a lu d'une traite et il a pris un choc. À mon avis, il s'est tout de suite retrouvé dans ce livre. Il a tout de suite vu qu'il y avait matière à faire un film policier d'un nouveau genre. Là, on a affaire à des Français, ça se passe en France, il y a de la gendarmerie, et ils renouvellent le genre à travers un genre français. Ils renouvellent... En fait, ils ne renouvellent pas, ils créent un genre qui n'existe pas en France, puisqu'on avait les Maigret, avec des histoires, des enquêtes très simples, et on n'a rien d'autre en France sur les films policiers. Et il m'a tout de suite dit, bon, ton scénario c'est pas mal, mais j'aimerais qu'on retravaille ensemble en prenant soin de retenir ces scènes qui m'intéressent dans ton livre. Donc c'était la plupart des scènes choc. Avec ces scènes qu'il avait retenues, on s'est remis au travail pour essayer de raconter l'histoire de mon livre, un peu plus simplifiée, mais en retenant ces scènes, comme ça on avait des espèces de jalons, des points de force qui faisaient qu'on savait que l'intrigue policière passerait par ces moments-là clés de mon livre. Et puis à la rentrée, donc 99, là, lui-même est rentré en préparation. Donc on avait un script qui était à peu près fini, mais comme on avait ce problème de la saison, il fallait tourner en hiver. Mathieu a voulu rentrer en préparation pour qu'il soit prêt donc, à tourner en décembre, janvier, février 2000. Donc là, il y a eu peut-être cette originalité de dire qu'il a commencé à travailler, à choisir ses acteurs, à planter les décors, alors que le script n'était pas tout à fait fini. Quand j'écrivais le livre, on m'aurait demandé quel acteur idéal pour le commissaire Niémans, toute nationalité confondue.
j'aurais tout de suite dit Jean Reno. Dans le livre, Niemans est présenté comme quelqu'un d'extrêmement violent à travers une scène où il tue pratiquement à main nue un hooligan à la sortie d'un match au Parc des Princes. Et c'est une scène qui installe le personnage, qui installe sa fragilité, ses limites, et le diable qui est en lui, tout son passif. Mathieu n'était pas certain que ça soit bien de commencer un film policier qui irait crescendo par une scène très spectaculaire et même apocalyptique dans mon livre, comme ça en ouverture, parce qu'il avait peur que finalement après on reparte sur une atmosphère plus intimiste, en huis clos en montagne, et que les gens soient un petit peu embarqués sur une mauvaise voie avec une première scène de bagarre, avec des foules et tout, alors que ça va plutôt être l'histoire d'une petite communauté et plutôt un suspense tourné vers l'intérieur et vers un espèce de noyau du mal comme ça qu'on va décortiquer peu à peu. Personnellement, je pensais qu'il était trop violent dans cette scène et que c'était le plomber avec toute cette violence. C'était difficile de transporter ce personnage sur la durée du film. C'était démarrer avec un handicap. D'abord, j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie de tuer quelqu'un, au contraire. Parce que pour moi, c'est justement quelqu'un qui est fatigué de voir le mal. Il fallait que je sois en face de cette violence. Il fallait pas que je sois au centre de cette violence. On avait écrit une scène à peu près similaire qui se passait dans une cité, qui commençait dans une cité avec un mec qui avait taillé une fille et le personnage de Niemans qui est arrivé et qui... Et donc lui, il les attrape et à coup de crosse, il en assomme un tellement que le type part dans le coma, quoi. Il y a déjà tout le film là-dedans, je vais dire. À la limite, c'est un court-métrage, quoi. Et c'est pour ça que c'était pas, pour moi, intéressant de le mettre dans le long-métrage, cette scène-là. Cette humanité évidente qu'il y a chez Jean, elle sert le film. Et on a joué sur cette simplicité-là. Et c'est ça la grande différence entre le bouquin et le film. Eh ben, c'est que l'interprétation que que chaque lecteur pouvait se donner du film et des personnages, là, elle n'existait pas puisqu'on l'impose. On dit voilà, Niemans, il ressemble à ça, c'est lui. L'idée, c'était de sentir Niemans qui partait de la ville. Et en fait, le trajet pour amener jusqu'à cet endroit très reculé dans les montagnes, pour avoir cette sensation de partir de l'autoroute avec les beaux plans de visage dans le tunnel et de lâcher le monde et d'arriver dans une contrée étrange où il va pouvoir se passer ce qui se passe en fait. L'arrivée sur le site, juste en fin de générique, en fait il y avait pas mal de plans où Mathieu avait filmé Jean de face, qui marchait, qui traversait le pont, sa phobie des chiens. Et finalement, on a gardé que le dos, quasiment pleine image. Il marche de dos en faisant un espèce de bruit, on dirait un rhinocéros qui avance le truc. Quand on a tourné ce plan, je me suis dit, c'est pas la peine d'expliquer plus que ça. Ça donne tout de suite beaucoup de poids avant le dialogue avec le capitaine de gendarmerie, quoi. Capitaine, je me suis pas tapé 600 bornes pour refaire la guerre des polices. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait couper court à toutes ces explications de comment un flic de Paris se retrouve à la montagne sur un truc comme ça. Bon, eh ben, la meilleure explication qu'on puisse trouver, c'est je travaille dans un secteur spécial. Quel secteur spécial? Je peux pas vous en parler. On n'a jamais eu affaire au service. Vaut mieux pas. Dans le livre, c'est Niemans d'abord qui dirige les opérations, qui lance les gendarmes sur telle et telle piste, et puis qui lui mène sa propre enquête un petit peu parallèlement. Dans le film, c'est directement d'un côté les gendarmes et de l'autre Niemans qui justement a une casquette comme ça, un petit peu de flic parallèle. Appelez les centres météo pour savoir où il a plu ces dernières 48 heures. Trouvez-moi n'importe quoi, des témoins, des indices, je veux du concret dans 2 heures. C'est bien compris, je le sais. Dans le bouquin, on est dans sa tête à Niemans, donc il te donne l'impression d'être vachement plus solitaire. Mais là, dans le film, en fait, il est très solitaire, il fonctionne que tout seul. À aucun moment il discute, il n'échange rien avec les gendarmes, il est tout le temps tout seul, il se sépare très vite des gendarmes. Et j'avais tourné des scènes où il y avait un peu plus de... où on voyait, où il les prenait un peu plus en charge. Qu'est-ce que c'est que ça? La thèse de Rémi Quelois. J'ai besoin de quelqu'un pour m'en faire le résumé.
Et puis très vite, je me suis dit non, il faut qu'on mette Niemans de côté, qu'il se débrouille tout seul et qu'il soit vraiment comme un espèce de loup solitaire. Il y avait un personnage que devait d'ailleurs incarner Mathieu au départ, qui lui a sauté. C'était un jeune flic qui, avant que Jean ne rencontre Vincent, il rencontrait ce fameux Joanneau. Le personnage de Joanneau dans le livre, c'est le flic du coin qui devient l'adjoint du commissaire Niemans, qui lui vient de Paris et qui est un jeune flic qui est, alors là pour le coup, confronté pour la première fois à une affaire de ce calibre-là. Et ce personnage a disparu, c'est une erreur, on le regrette. D'abord parce que je pense qu'il aurait donné un peu plus de dangerosité plus rapidement dans l'histoire. Et ensuite, ça aurait permis aussi à Mathieu d'incarner ce personnage et je pense que le film en aurait été grandi. Je voulais le jouer moi parce que, comme je suis connu et que de toute façon je suis réalisateur du film et que de toute façon mon nom va être associé au film, je voulais que les gens commencent en disant « Ah, Jean Reno et Mathieu Kassovitz, ça va être la paire ». Et puis en fait, il y a Vincent qui arrive au milieu du film et moi je disparais, le personnage de Joanneau disparaissait au bout de 5 minutes de tournage. Et j'aurais dû le faire, j'aurais dû continuer. Et j'ai pas continué. Ça a été très compliqué toute la préparation du truc et on a été obligé de laisser tomber des choses et malheureusement ça fait partie des choses qu'on a été obligé de laisser tomber. En fait, Niemans, le grand flic confirmé, va finalement marcher sur les traces du jeune flic qui avait découvert quelque chose d'essentiel. Ce qui était bien, c'est de voir l'orientation un petit peu 1930-40 qui était faite sur le décor, et surtout de voir que c'était le véritable immeuble où habitait le patron de l'usine du lieu, de voir qu'il avait une baie qui lui permettait de regarder son usine. Chernezé, c'était bien de le découvrir plus tôt, de le découvrir avant de toutes les autres explications et je trouvais qu'on avait besoin de rentrer assez vite dans l'histoire du lieu. Qui est là? Kitus Trailers, visita mi canal. Qui est là? Quand vous avez des mariages trop proches d'un point de vue sanguin, c'est-à-dire des gens qui sont de souches génétiques trop proches, eh bien il y a des maladies génétiques qui commencent à faire surface. Soignez quoi ici? Des affections génétiques qui touchent particulièrement les yeux. Des maladies héréditaires qui se transmettent de génération en génération. C'est un phénomène classique dans les vallées isolées, surtout ici, avec la falle. Et surtout, il apprend que Chernezé a quitté l'université. On voit qu'il n'est pas blanc-bleu dans cette affaire non plus, on voit qu'il est mêlé, il le sent, je trouve qu'à travers la façon dont il le dit, on sent qu'il en fait partie. Il découvre au passage aussi que ce phénomène de maladie génétique est en train de reculer et que les enfants de la fac deviennent de plus en plus vigoureux. Ils éliminent d'une façon magique leur maladie génétique qui devrait au contraire s'accentuer. Tout de suite, d'entrée de jeu, le commissaire Niemans capte une atmosphère différente dans cette université. Et tout de suite, il a l'air de saisir que le mobile du crime appartient peut-être au lieu, à l'atmosphère de cette fac qui peut-être dissimule un secret. 1200 élèves, une centaine de professeurs et chercheurs. C'est l'une des plus vieilles facs d'Europe. C'est la grosse différence entre le bouquin et le film, c'est le fait de voir et d'imposer au spectateur une image fait que tout ce qui est graphiquement intéressant dans le bouquin et sur lequel on est obligé de passer, dans le film prend toute sa dimension. L'université devient un des personnages principaux. Il y a cette espèce d'athlètes, d'étudiants parfaits qui récoltent toutes les médailles, que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue intellectuel. Et cette espèce de fierté malsaine de cette fac qui brille à travers toute l'Europe grâce à ses résultats, ça,
le flic sent que c'est pas bon et que c'est peut-être à travers cette singularité-là, de cette fac, qu'il y a un début d'explication. Et les gens qui ont une idée fixe, c'est les gens qui travaillent dans une seule direction, parce qu'on voit beaucoup de petites statuettes dans les forts, encore une fois, un peu années 30 à années 40, donc à la mauvaise époque. Et ça peut, enfin j'espère que ça peut donner des indices aux gens, parce que c'est quand même à cette époque-là qu'il y a eu les nazis qui ont essayé de faire une race. Kelloi a écrit une thèse, qui est une thèse sur les Jeux Olympiques et sur l'accord parfait dans un esprit sain, mais qui a été repris bien sûr par les nazis, du parfait à rien, quoi. La thèse avait d'ailleurs été commencée par son père. Et d'ailleurs, on le voit très peu dans le film, mais elle commence manuscrite, elle termine à l'ordinateur. On voit au fur et à mesure. Mais tout ça est dit dans le film. Un bibliothécaire a été tué. D'instinct, on sent qu'il déteste ce bibliothécaire. Alors pourquoi ? Parce que d'une façon générale, il déteste les bibliothèques, d'une façon générale, il déteste l'université, et finalement, il a une espèce de méfiance d'homme de terrain par rapport à tout ce qui pourrait être théorie, par rapport à tout ce qui pourrait être abstraction, et puis aussi prétention donc, de ce milieu universitaire. Rémi était un garçon sans histoire. C'est manipulateur, c'est un type qui est manipulateur quelque part en face, puisqu'il ne va que dans cette direction et qu'il essaye de le dire à Niémans. C'est-à-dire nous sommes tous responsables, vous ne trouverez rien ici, nous sommes tous solidaires. Il y a quand même... les mots sont teintés d'aigreur, pas d'aigreur, mais ils sentent pas bon, quoi. Et pour Niémans, ça sent pas bon, cette histoire-là. C'est quand même pas des gens généreux, c'est pas une communauté hippie, salut, peace and love, pas du tout. Hein. C'est gaffe, gaffe, gaffe. Cette université est bâtie selon le principe d'une communauté, d'un temple de la connaissance. Ici, tout le monde vit, travaille, s'entraîne ensemble. Accuser l'un d'entre nous, c'est nous accuser tous. En même temps, on peut voir qu'il est lâché là-dedans pour mordre. C'est pour ça que tu parles du rapport avec l'office du recteur. C'est que c'est rien du tout, c'est un kidam. Lui, il veut voir où est-ce qu'il faut porter le fer. Il cherche ça. Qui a tué cet homme? Qui a mutilé cet homme? Il ne faut pas oublier ce qu'il était en train de faire. Il cherche un meurtrier qui mutile les gens et qui les colle dans des trous dans la montagne. Il ne va pas s'occuper d'un fils de recteur qui fait secrétaire et qui lui ouvre une porte, je veux dire, mais même d'un recteur. Et il est là pour ça. Niémans, et puis plus tard l'autre flic, donc, qui dans mon roman s'appelait Karim, ont eux cet instinct du mal et voient tout de suite qu'il faut traverser le miroir, aller au-delà et essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu motiver ces crimes. Et ne pas avoir peur de peut-être cette possibilité que derrière ces crimes très violents, il y a encore pire. Il y a ce qu'ont pu faire ces victimes par le passé. On a gardé dans le film ce qu'il y avait dans le livre, c'est-à-dire que les crimes sont mis en scène selon une sorte de rituel qui va avoir un rôle symbolique. Il lui coupe les mains, il lui enlève les yeux parce que c'est les deux seuls éléments qui permettent Il le dit dans le film. Il dit c'est Non mais tout est dit dans le film. Et il dit c'est les deux seuls éléments qui permettent de reconnaître une personne. Les mains et les yeux sont les deux parties de notre corps qui nous appartiennent en propre. Elle ne touche pas au visage pour que la police les reconnaisse, pour qu'on puisse faire le lien avec les parents et avec l'université. Parce que c'est son but, c'est qu'on découvre le complot des rivières pourpres. Mais elle lui retire toute personnalité, comme on lui a fait à elle. Elle le fait aux autres. Ce qu'il y avait dans le livre, donc c'était les mutilations concernant les mains et les yeux, la position fœtus, donc qu'on retrouve à chaque fois. Et puis c'est vrai, une mise en scène particulière qui consistait à ce que les gens qui découvrent le corps le découvrent d'abord par un reflet. C'est-à-dire que le premier corps était placé de façon à ce qu'on puisse le découvrir seulement dans le reflet d'une rivière qui passait juste en dessous. Le deuxième corps était placé de façon à ce qu'on le découvre dans la muraille de glace qui lui faisait face. Et le troisième corps
était placé de façon à ce qu'on voit le corps suspendu à travers le reflet des pavés de verre qui constituaient le mur principal du laboratoire d'ophtalmologie. Dans le bouquin, ça va jusqu'à des trucs où tu as des gens qui se font tuer avec une corde à piano qui est en La mineur. Parce qu'elle fait 2 mm,3 d'épaisseur et donc c'est exactement le La mineur sur un piano. Et elle jouait la chanson qu'il chante en La mineur. Enfin bon, donc c'est un truc de dingue, tu peux pas rentrer là-dedans. Il y a trop d'éléments. Ces reflets avaient une signification. Et ça, je crois même que dans le livre, je ne prends pas la peine de l'expliquer, mais parce qu'on le sent, ces reflets, ça désignait aussi la nature du fait que le tueur était deux. Le tueur était double, comme un reflet. Votre tueur vous donne des indices sur son mobile. Très vite, Niemans va prendre une espèce de chemin de traverse et tout de suite s'orienter sur le passé des victimes, sur qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils pourraient cacher eux-mêmes. Et solitaire comme ça, il va trouver des éléments qui vont lui donner raison et qui vont l'emmener plus loin et qui vont creuser encore sa solitude, parce que plus il avance dans cette espèce de cauchemar, plus il est complètement écarté de la voie traditionnelle, du juge d'instruction, de la gendarmerie, qui, eux, restent tankés sur les crimes et essayent de trouver une espèce de serial killer qui frapperait dans les montagnes des Alpes. Et ça, c'est ce que j'aime. On en revient à l'idée du chasseur solitaire qui s'enfonce tout seul et il n'y a plus qu'une personne en fait qui comprend, c'est son tueur. Ce personnage est très beau parce qu'il est... c'est un personnage qui est très mystérieux. C'est une fille qui vit dans son monde, mais c'est quelqu'un qui a une espèce de cœur de pierre, mais finalement on se rend compte que derrière il y a quand même l'humain qui est là, mais le cœur de pierre qu'elle peut avoir, c'est dû à son passé, c'est dû aussi à ce qu'elle fait, c'est dû aussi au terrain sur lequel elle évolue, qui est la montagne, qui sont quand même toutes des matières, des matériaux, enfin des matières dures comme la glace, la pierre. Il est attiré par elle, mais pas comme un Don Juan. Il peut pas le nommer, pas à ce stade-là. Encore une fois, il faut résoudre. Qui a tué qui? Et c'est tellement horrible qu'on ne peut pas quand même se permettre d'avoir des scènes entre des draps, avec des peaux douces. Ça serait amener l'histoire trop loin, je crois. Dans ce sens-là, je crois. Un personnage qui est lui aussi en apparence froid, mais on sent qu'il y a une vraie blessure à l'intérieur. On sent que le mec se trimballe des trucs un peu lourds à porter. Et qui porte aussi sur la gueule. C'est pour ça que Jean était bien pour ce personnage-là, il était parfait. Il a fait abstraction de la femme, parce que il a sans doute été déçu de ça. Et quand il voit une petite lumière s'allumer, ça lui fait énormément plaisir. Mais il n'y va pas comme une romance facile, voilà. Il y va tout doucement comme quelqu'un qui a peur de se brûler, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup d'hommes de cet âge-là qui réagissent comme ça à la femme. Et beaucoup de femmes aussi à l'inverse. Max Kerkerian, dans le bouquin, s'appelle Karim Abdouf. C'est un Marocain qui a des dreads. Vincent, dans le livre, c'était un petit beurre. Dans l'histoire, il s'appelle Max Kerkerian, bon, donc probablement d'origine arménienne, mais tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'était qu'il vienne d'une minorité, de la banlieue, et que ça soit un personnage qui aurait pu être de l'autre côté. La première fois que j'en ai parlé, je dis voilà, bon, je vais faire un film, machin bidule, mais il n'y a pas de rôle pour toi. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de rôle pour toi, c'est que je cherche un comédien, un noir ou un arabe, parce que je suis allé, par rapport au bouquin, qui pourrait tenir le rôle face à Jean. Alors je lui ai dit, je sais pas, tiens, Sami Nasseri, Sami Boujaïla, bon, en gros, tous les acteurs dignes de ce nom, Roche Dizem, j'en sais rien, moi, tous les mecs qui étaient typés rebeux et qui étaient des bons acteurs, en gros. Et puis en parlant avec lui, il me dit, mais c'est quoi le personnage? Je lui explique le personnage, puis je le vois, il m'écoute gentiment, et puis il y a un petit sourire au coin des lèvres, et puis j'explique, et puis à un moment il me dit... Moi, tiens,
Et il m'a dit « Ah mais ouais, tiens, quelle bonne idée, ça serait toi !» Je te jure, c'était passé comme ça en plus. Je sais jamais si c'est la perversion de sa part ou tout simplement qu'il n'y avait pas pensé, et je m'en fous d'ailleurs. En tout cas, ça s'est passé comme ça. On m'aurait demandé un acteur pour le personnage de Karim, j'aurais dit Vincent Cassel. Parce que, bon, je suis comme tout le monde, j'avais vu La Haine, et pour moi, c'était l'acteur vraiment le plus représentatif de cette espèce de colère des jeunes, des banlieues, exactement le rôle. Il a été amené là parce qu'il fume des joints, parce qu'il suit pas les règles, il vole des voitures, et que c'est un bon flic qui n'est pas du tout dans la norme. Pas besoin de l'expliquer plus que ça. C'est un mec qui retrouve son enfance quand il va dans l'école, tu vois. Alors je peux faire ça, ou je peux te dire la vérité, qui est, écoute, honnêtement, franchement, c'était une galère monstre, parce que tous les jours le texte était en train de changer, et il y a un moment où il m'est arrivé une chose qui ne m'arrive jamais, j'ai perdu mon scénario. Alors on m'en a filé un deuxième, que j'ai encore perdu quand on a commencé à me filer des feuilles, qui étaient des feuilles de remplacement, etc. Et à un moment j'ai dit, allez, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, j'en ai plus rien à branler de ce scénario de merde. Et je suis arrivé les mains dans les poches, je mettais mon petit treillis, j'avais un costume, c'était génial. Et j'ai attrapé Mathieu à son propre jeu, je lui ai dit, bon alors, vas-y, alors Parce qu'il est arrivé, il faut savoir un truc, c'est que le soir, il me sortait un texte, ils m'ont ramené un autre le matin, et puis ils m'ont ramené un autre juste avant que je tourne la séquence, tu vois. Donc il y a un moment où moi je veux bien être conciliant, mais ou alors je deviens fou, et c'est peut-être ce qu'ils cherchent, ou alors je dis, ok, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de situation, il y a juste le présent. Alors vas-y, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Non, il s'est passé un truc très con sur le tournage. C'est la première scène qui était dans le film avec la rencontre entre Daman et Niemans. On avait 2 jours de tournage. On tourne le premier jour et on coupe donc en fin de journée et on doit revenir le lendemain. Le lendemain, il avait neigé. Ce qui fait que c'est irraccordable. Je tourne une journée, il fait beau. Le lendemain, il neige et il fait gris. Donc je ne peux pas faire la suite de la séquence. Et dans la suite de la séquence, j'avais beaucoup d'explications. Donc les explications qui étaient données dans cette séquence-là, j'ai été obligé de les ramener sur d'autres séquences. Et à partir de là, je me suis retrouvé tous les soirs à réécrire le scénario au fur et à mesure du tournage pour pouvoir placer ces explications. Et quand je plaçais une explication dans une séquence, ça virait une autre. Et je pense surtout qu'il réécrivait par pure spontanéité. C'est vraiment son grand talent, je trouve, de réalisateur. C'est qu'au-delà de sa mise en image qui est superbe, il a un feeling très très fort avec les acteurs et avec ce qu'il peut leur faire dire et comment ça sonnera juste. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a réécrit beaucoup. C'est que tout d'un coup, dans la bouche de Vincent, dans la bouche de ses 2 compères, dans la bouche du gardien de cimetière ou dans la bouche du type de l'autoroute, il y avait des choses qui allaient bien sonner. Attends, mais tu sais te servir de ça, toi ? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois, toi ? Bon, alors je cherche les parents d'une petite qui serait morte sur l'autoroute en 82, Judith Hérault. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Judith Hérault. H-E-R-A-U-L-T. Hérault. Karim, dans mon livre, qui est lui-même orphelin, il a une fibre, il a une vibration avec cet enfant dont on a essayé d'effacer le visage. Qu'est-ce qui se passe ? À un moment, il y a un docteur qui raconte à Karim que l'enfant avait une petite angine, il arrive dans l'appartement, toute la chambre est dans le noir, il doit ausculter l'enfant dans le noir. Et il y a sa mère, une espèce de colosse comme ça, qui l'interdit même d'y toucher. Qu'est-ce que c'est que cet enfant sans visage ? Un enfant qui n'a pas le droit d'avoir de visage.